Nous sommes le jeudi 19 septembre et nous enregistrons l'épisode 225 de votre revue de presse technologique à la sauce belge, certes, mais surtout à la sauce les technos, au parfum d'analyse et au goût d'opinion, le tout saupoudré de bonne humeur, en tout cas, on l'espère. Au programme cette semaine, des avions en papier, la faille de sécurité SIM-Jacker, une intelligence artificielle au service de la photo, le Wi-Fi 6, l'anniversaire du COBOL ou encore le démantèlement d'un vaste réseau de piratage. On parle d'IPTV. Attention, on va vous captiver, en tout cas il y a un risque, alors avant d'oublier, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, donnez des pouces bleus et préparez vos commentaires, c'est parti. Épisode 225, donc, avec deux chroniqueurs, comme à notre habitude, chaque semaine, vous le savez. Nous avons Benoît avec nous, dont c'est la rentrée aujourd'hui. Salut Benoît, tout va bien, l'été s'est bien passé. Et toi, tu vas bien? Très bien. Vacances. Merci, oui. Je sais que tu as été voir Mickey oui. durant l'été, voilà. Donc il a rencontré Mickey, Minnie, Tic et Olaf. Et Olaf, et voilà. Donc, on a fait la pub, c'est bon, on peut passer au chroniqueur suivant, qui n'a pas vu Mickey, ni Minnie, ni Tic et Tac, ou quoi que ce soit, c'est Marc. Non, je faisais justement la réflexion, moi ça fait 11 ans, et je m'en porte pas plus mal, en fait. On se retrouve donc avec ces deux gaillards qui vont partager avec nous leur vision de l'actualité technologique de la semaine, voire même un petit peu plus, avec plein de choses dont vous n'avez peut-être pas entendu parler ailleurs, ce qui est plutôt un plus également. Il y a certaines choses dont vous allez entendre parler un peu partout, ça c'est à peu près certain aussi, comme par exemple, je l'évoque là maintenant comme ça me vient à l'esprit, juste à l'instant, Huawei qui aujourd'hui faisait des annonces, le Mate, le 30 Mate Pro 30, je ne sais plus très bien, bref. Pro 30, oui. Oui, c'est ça, donc... Enfin bon, la grosse bête. C'est un gros smartphone qui coûte cher avec plein d'appareils photo dedans, comme ils en ont tous aujourd'hui. On en reparlera sans doute une prochaine fois, une prochaine semaine. On va pas se jeter dessus maintenant, on va un petit peu laisser reposer ça et puis on va attendre d'avoir une opinion sur l'objet avant d'en toucher un mot. Ce sera préférable. Mais il y a plein d'autres choses dans l'actualité. J'ai pas relevé les noms cette semaine, j'en suis désolé de ceux et celles qui ont laissé des commentaires sur YouTube ou sur notre blog pour partager avec nous leurs connaissances, etc. J'en suis vraiment désolé, mais on pense fort à eux. Merci à vous, en tout cas, de laisser des commentaires. On les lit tous et de temps en temps, même, on y répond quand ça s'impose, évidemment. N'hésitez pas, continuez à laisser des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la première lettre de notre abécédaire. La lettre A comme arnaque, ça vraiment c'est dans l'actualité de la semaine, c'est Extreme Code, c'est un gros réseau d'IPTV. On avait parlé d'IPTV, rappelez-vous, il y a déjà quelques temps maintenant avec Sébastien pour expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, etc. Une vidéo qui a eu pas mal de succès et qui a un succès d'ailleurs grandissant. C'est la preuve que les gens s'intéressent à ce phénomène. Il faut quand même savoir que c'est illégal, on l'avait dit, on l'a répété, pas bien. Et donc forcément, à un moment donné, il fallait que la justice se réveille un tout petit peu, Marc. Oui, mais enfin là, pour se réveiller, c'est un peu sauvage, ce qu'ils ont fait. Bon, maintenant, on ne juge pas de la légitimité du truc, nous, on restait neutre là-dessus. Mais c'est vrai que, comme Marc vient de le signaler, c'est à la base illégal. Enfin, l'IPTV en lui-même n'est pas illégal. On vous renvoie à la vidéo qu'on a publiée sur ce sujet, qui est très bien documentée, effectivement, mais... L'IPTV dans l'imaginaire collectif, c'est le petit bidule qu'on vous fourgue à 50 € sous forme d'un petit boîtier Android qu'on installe à votre télé sans trop regarder d'où il vient et qui vous donne toutes les chaînes russes, Qatari, Netflix, les derniers trucs à la mode, les derniers films, etc. Donc autrement dit, c'est évidemment illégal puisque vous payez pour un service une somme dérisoire par rapport à ce que vous devriez payer normalement. Parfois même, c'est gratuit. Oui. Mais bon, on ne va pas tomber là-dedans. Toujours est-il que derrière ce genre de truc, il y a des sociétés plus ou moins officielles, généralement pas trop, mais il y a des gens aussi. Et il vient de se passer que la plus grosse société, la plus grosse structure en tout cas, derrière le piratage par IPTV, vient de tomber en Italie. C'est une structure qui s'appelait Extreme Codes, qui alimentait à ses heures de gloire plus de 50 millions d'utilisateurs finaux. Ça vous donne un peu une idée de la taille du truc. Qui proposait simplement 2 offres, mais qui avait
pousser le perfectionnisme et le professionnalisme jusqu'à proposer des offres professionnelles à destination notamment des écoles, des entreprises, des collectivités, etc. Et vous aviez pour 59 € par mois, je pense, accès à un nombre énorme de chaînes, évidemment, aucun blocage, vous pouviez avoir des flux concurrents, vous aviez des serveurs en redondance dédiés, donc c'était quelque chose d'assez élaboré. Il faut savoir qu'au moment où le truc fonctionnait vraiment à plein berzingue, il y avait plus de 18 000 serveurs de répartition qui se chaînaient dans le monde. 18 000 serveurs pour un truc pirate. Oui. Voilà, ça donne un peu d'idée. Il y avait une formule qui était un peu plus raisonnable à 19 ou 15 €, je crois, et qui était celle simplement destinée aux particuliers, monsieur tout le monde, vous, moi, madame Pichemou, etc. Le truc a quand même généré pratiquement 60-70 millions d'euros par an pendant des années, rien qu'en Europe, on n'a même pas les chiffres au niveau du monde entier. Et il faut savoir aussi que ce genre d'activité permettait régulièrement des détournements de fonds, parce que quelque part, finalement, l'argent collecté était blanchi et utilisé à des fins nettement moins honnêtes que la promotion de la culture ou le fait de pouvoir vous permettre de regarder chasse et pêche à 3 h du matin n'importe où dans le monde. Par exemple. Ça reste illégal, on l'a dit. Alors, le coup de filet a été organisé par les douaniers italiens de la garde des finances, donc l'équivalent du ministère des Finances chez vous, etc. Ils ont arrêté 25 personnes qui, à mon avis, vont prendre cher, parce que ce genre de truc, ils ne vont pas laisser passer. Je pense qu'il y a eu des perquisitions aussi dans d'autres pays en France. Il y a eu des perquisitions dans d'autres pays. Enfin, ils ont déjà pu déterminer que le cœur du système se situait entre la Lombardie, la Vénétie, la Campanie et les Pouilles, et la Sicile, une petite partie. Mais effectivement, les diffuseurs, donc ça c'était les organisateurs, ceux qui rassemblaient le tout, mais que les diffuseurs, c'est-à-dire ceux qui émettent, qui vont capturer les signaux de Sky, de Mediaset, de Netflix, d'Infinity, etc., et qui les diffusent vers le réseau, qui l'injectent dans le réseau pour que celui-ci soit multiplexé, retransmis à tous les usagers, évidemment, eux, c'est dans le monde entier. Alors, il y a un truc qui a quand même retenu un peu ma stupéfaction, c'est le montant du manque à gagner déterminé par... Alors, c'est une agence de coopération judiciaire européenne qui s'appelle Eurojust. À mon avis, ils ont oublié des zéros quelque part. Ils estiment le manque à gagner et les dommages causés par la bande organisée, qui est une bande criminelle, à 6 millions d'euros. C'est peanuts, c'est que dalle, quoi. Oui, ça dépend un peu... Enfin, oui, ça me paraît bizarre, mais... Bon, évidemment, si tu passes ton temps à streamer des trucs... ou des vidéos, enfin des chaînes télé russes où tu vois des ours qui te passent devant la caméra, je sais pas, peut-être, mais 6 millions d'euros pour un truc à cette échelle, où finalement, derrière, il y a quand même 25 personnes qui ont été inculpées. Il y a plus de 800 sites Internet qui faisaient la promotion du truc qui ont été arrêtés. Ce qu'il faut savoir quand même, aussi au passage, c'est que ceux qui perdent de l'argent à cause de l'IPTV, c'est essentiellement les câblo-distributeurs, hein, ceux qui amènent la télévision dans les foyers, parce que les producteurs, eux, ils vendent leur contenu aux chaînes de télévision, les droits sont acquis quelque part. Hein, donc, il y a peut-être ça aussi qui fait que cette somme paraît dérisoire, mais malgré tout, il y a un manque à gagner toujours pour quelqu'un. Il y a de toute façon, oui. Très, très clairement. Donc voilà, on savait qu'un jour ou l'autre, il y en a l'un ou l'autre qui allait se faire prendre. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent depuis la Russie, parce que souvent je dis c'est encore des Russes. Non, c'est pas toujours des Russes. Ici, c'était des Italiens, en l'occurrence, qui ont piraté la télévision. Et effectivement, pour avoir accès aux chaînes de télévision, surtout en streaming, etc., il faut être sur le territoire et être apporté, je vais prendre une image un peu vieillotte, mais apporter des émetteurs pour pouvoir récupérer l'image, pour pouvoir l'injecter dans le réseau. C'est vraiment une organisation mafieuse, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Donc, mais vachement bien organisée quand même. Oui, c'est sûr. Et donc, sachez que vous ne pourrez pas réclamer de l'argent. Si vous avez payé pour un service que vous n'obtenez plus, forcément, là, c'est de l'argent perdu, du coup, très clairement. Voilà, je pense qu'on a fait le point sur cette news. Près d'avocat, à mon avis.
Oui, c'est ça. C'est une news toute récente. Hein. C'est toujours en général l'actualité si chaude. On la survole. Bah, là, on l'a un petit peu survolé aussi. Et on en reparlera sans doute, par exemple, avec Sébastien qui nous avait commis ce hors-série sur l'IPTV il y a déjà quelques mois, voire même quelques années de cela. Tu veux rajouter peut-être juste un truc? Juste un truc qui n'a rien à voir, parce qu'effectivement, l'actualité de la semaine a été assez touffue, donc on n'a pas pu tout couvrir non plus. Non. On aurait pu, par exemple, aussi, je touche juste 2 mots rapides, je ne vais pas développer, mais je sais que ça va être traité dans les semaines qui viennent. Par exemple, ce qui s'est passé avec Stallman, le MIT et la FSF. Oui. C'est aussi un sujet dont on n'a pas parlé. Je crois qu'on a simplement décidé de laisser le sujet aux personnes à qui ça tient vraiment à cœur, Sébastien. Donc voilà, probablement que c'est un truc qui va arriver assez rapidement. Vous tapez Richard Stallman, vous allez tomber sur des vidéos où nous on en parle, mais du passé, et puis sur des articles de presse plus récents, effectivement. On aura l'occasion de reparler de ce sujet-là aussi, même s'il est moins technologique, il touche quand même à une personnalité importante du logiciel libre, évidemment. On passe à la suite. Avion, je vais pas faire l'avion, non, je vais pas le faire. C'est le sujet de Benoît. Avion en papier, c'est le titre le plus court qu'on ait eu cette saison-ci. Ceci dit, on ne fait que commencer la saison, on pourra faire plus court peut-être une prochaine fois. Comme un avion en papier, Benoît, de quoi s'agit-il? C'est très technologique. Alors le défi est lancé, à qui fera le titre le plus court? Oui. En attendant, mais comme le titre le dit, hein, c'est un petit gadget amusant pour faire des avions en papier qui volent bien. Parce que tu fais ton avion en papier, tu prends ta feuille, tu le plies, et puis tu le lances, et puis tu te rends compte qu'il n'est pas super bien plié, tu t'es un peu loupé, alors tu essaies de replier un petit peu mieux, tu relances, mais le problème c'est qu'à chaque fois que tu fais ça, l'avion se crache, et donc le papier s'abîme, et donc ça va de moins en moins bien. Et il y a un geek que ça a énervé assez, alors il a lancé il y a 4-5 ans maintenant, hein, non, pas 5 ans, 2-3 ans plutôt, une boîte qui fait un produit qui s'appelle Power Up. Et Power Up, c'est un petit moteur que tu mets sur ton avion en papier, ce qui fait qu'il vole bien. Alors, ils en sont à la 4e génération. Et le truc est assez amusant. Pour le moment, c'est un Kickstarter. Par rapport à d'autres Kickstarter, à chaque fois que je dis attention, c'est un Kickstarter, je dis on est un peu prudent. On peut acheter comme ça, mais il faut prendre conscience que peut-être on ne sera pas livré, etc., ou en retard et tout. Ici, c'est quand même le 4e Kickstarter qu'ils font. Le produit semble bien rodé. Je pense que pour une fois, on peut y aller en confiance. Enfin, vérifier quand même si un problème ne sera pas de ma faute. Mais l'idée, c'est les premiers modèles, donc c'était un petit moteur pour qu'il aille plus loin. Enfin, il a fait un truc qu'on pouvait un petit peu téléguider avec son smartphone. Et là, la dernière idée, c'est 2 hélices et un gyro, ce qui fait que le gadget va pouvoir stabiliser. Donc, si tu n'as pas bien fait ton avion, le petit gadget, le petit moteur qu'on met dessus, comme il a un gyro et un petit peu d'intelligence, va stabiliser l'avion et va compenser. Et donc, dans la vidéo de démo, ils font voler une feuille de laitue pour montrer qu'ils peuvent voler vraiment n'importe quoi avec ça, si ça a suffisamment de portance. Donc, c'est assez gag. J'ai trouvé l'idée très amusante. Il y a différentes versions. Hein. Il est toujours en Early Birds. Je pense qu'ils vont faire une grosse partie de la campagne en Early Birds. À $49 plus les frais de livraison pour le modèle de base, donc juste le petit moteur. Et puis après, il y a des kits de plus en plus sophistiqués avec des petites roulettes pour décoller, un éclairage pour voler la nuit, enfin toute une série. Et il y a une application surtout pour le faire voler, c'est le remote control, c'est une application pour smartphone, quoi. Tout à fait. Donc tu as le truc où tu lances ton avion, où tu le fais décoller avec les roulettes, et puis tu le pilotes. Avec le pilotage, tu peux le faire aller gauche-droite, le faire des petits gestes, donc des boucles ou des choses pareilles. Et le contrôle de la stabilité, par contre, elle est faite directement par l'avion. Donc c'est pas le smartphone qui stabilise le petit gadget. Voilà, donc je trouvais que l'idée était marrante. Ah oui, c'est rigolo comme tout. C'est un produit que j'avais déjà vu, tu vois, les premiers power-up. Ouais, mais à chaque fois, je me disais, bon, le truc est marrant, mais je m'imagine comment ça va se passer. Ça va être un peu arnaque parce que quand je vais plier le truc, en fait, ça va pas bien fonctionner. Et là, pour une fois, je me dis, ok, là, la stab, ça vaut la peine. Je trouve ça assez chouette.
Oui, parce que on peut faire ce que tu fais voler une feuille de laitue, certes, mais tu peux imaginer n'importe quel profil. D'ailleurs, on le voit sur l'image qui est sur leur page Kickstarter. Il y a plein d'exemples d'avions possibles, pourvu qu'ils soient légers, quoi. Hein, parce qu'il faut pas non plus exagérer. Mais c'est place à l'imagination, quoi. C'est ça qui est drôle. Et ils vont d'ailleurs le fournir avec une série de modèles également à plier. Donc en fonction des kits, tu as des kits dans lesquels tu reçois des papiers avec un modèle, ce qui fait que tu peux faire un pliage, enfin différents pliages pour te démarrer, ou tu fais ton pliage comme tu en as envie, quoi. L'idée est assez sympa, juste pour si on regarde, parce que quand on regarde l'historique des avions, ils ont eu une génération qui avait une caméra. Oui, mais ce qui veut dire que tu pouvais voir un petit peu comme un drone, si tu veux, un drone cheap. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, cette version-ci n'a pas la caméra. Hein. Okay. Donc, il est un poil plus puissant, et puis il est stabilisé, et puis là, voilà. Et donc, du coup, on peut s'en servir un petit peu en plein air aussi, parce que les précédents, il fallait peut-être mieux pas trop s'aventurer. Enfin, là aussi, une petite brise, et votre avion prend le large assez rapidement, ce qui est assez logique, hein, soyons clairs. Mais c'est amusant, quoi. L'autonomie du bidule, c'est pas trop longtemps. Je suis pas arrivé à voir, mais à mon avis, ça va pas être super long. J'avoue que j'ai pas spécialement fait attention à ça. À mon avis, ça va pas être très très long, mais c'est rechargeable. Donc, voilà, c'est ça. Tu recharges la batterie, il n'y a pas de grosses difficultés, quoi. Bon, c'est un chouette gadget. Je suis sûr que Marc trouverait à s'amuser avec ça au bureau. Je sais pas pourquoi l'association d'idées, de trucs totalement improbables. Me demandez pas comment j'y suis arrivé. Je me demandais, parce que Bruno a parlé d'une certaine importance, la feuille de salade, c'est bien. Si on met une sole, ça marche. Pourquoi une sole? Je ne sais pas. Je voudrais faire voler une sole. Je ne sais pas. J'ai pensé à un moment, quand il a parlé de stabilisation avec les petites hélices supplémentaires, j'ai eu l'image du mec qui avait empaillé son chat pour en faire un hélicoptère. Et voilà, chat, poisson. Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu que c'était un vrai chat. Je ne voudrais pas qu'on fasse peur aux enfants, mais je me rappelle du chat volant qui était. Voilà, c'était on ne cherchait pas à comprendre. C'est une dure journée. Voilà, parfois, lui, il voit des sols voler. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des années et des années, je ne sais plus comment ça s'appelait. Il y avait cette appli qui était sortie qui te permettait de faire des avions en papier. Tu choisissais ton modèle, tu l'imprimais, tu avais toute une explication sur comment le faire. C'était une appli très slick comme ça, avec des graphismes. Tu te rappelles, hein? Je me rappelle. Ce genre de truc. Oui, mais ça n'allait pas plus loin encore que les avions en papier. C'était les cocottes en papier. Enfin, c'était tout ce qui était. Ils avaient démarré avec les avions. Oui. Ils avaient démarré avec les avions. Ils avaient terminé avec des origamis qui étaient vachement complexes. Tu savais faire un dragon. Mais bon, il fallait s'accrocher, quoi. Hein. Oui, donc si vous avez des petits doigts et que vous avez envie de plier du papier, on peut vous inviter à un dîner un mercredi, si vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est le mercredi, toujours? C'est toujours le mercredi, oui. La lettre C, comme certification. La fameuse certification démarre pour le Wi-Fi 6, nouvelle norme de Wi-Fi qu'on va bientôt tous avoir chez nous, sans doute. C'est qui nous en parle? C'est Benoît. Voilà, donc le Wi-Fi 6 en soi, c'est pas complètement nouveau, ça fait un petit moment que les normes arrivent. Et la grande nouveauté, c'est que ce lundi, donc Attends, on est combien aujourd'hui? Enfin, bref, ce lundi. On est le 19. Pardon? On est le 19. D'accord, donc lundi, on était le... Ouh là là, le lundi, on était le 16. Le mec a du mal avec les dates. Était le 16, oui. Le 16, la certification a démarré pour le Wi-Fi 6, donc il y a déjà en fait des appareils Wi-Fi 6 sur le marché, on trouve déjà des routeurs, etc., mais qui étaient auto-certifiés, qui étaient certifiés par le fabricant. Ici, l'alliance Wi-Fi, comme elle le fait pour les autres générations du Wi-Fi, propose, voilà, vous me déposez votre boîtier dans un laboratoire, on teste, on vérifie qu'il implémente bien la norme, et ça donne une plus grande certitude à l'achat, puisqu'on du coup, on a beaucoup plus de chances que les différents modèles, que l'interopérabilité entre les modèles se passe bien. Je rappelle juste un petit peu vite ce que c'est que le Wi-Fi 6. Oui, s'il te plaît. Ou c'est pas la peine. Oui. Donc c'est la suite du Wi-Fi précédent. Et le Wi-Fi précédent ne s'appelait pas le Wi-Fi 5, non. Il s'appelait le Wi-Fi AC. Et en fait, le Wi-Fi, depuis toujours, on donne une lettre. Donc il y a d'abord eu le Wi-Fi A, puis le Wi-Fi B, puis ils ont continué comme ça, ils sont arrivés au N, mais en sautant des lettres entre eux. Puis après N, ils sont passés à AC. Il y a pas mal de gens qui commençaient à se dire c'est
c'est pas très clair leur nomenclature, on s'y retrouve pas. Est-ce que le AC c'est après le C et avant le N, ou est-ce que c'est, enfin bref. Et donc ils ont eu la grande idée de dire ok, on arrête les conneries, on leur donne des numéros, tu vois, Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, comme les films, quoi. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Et donc ils ont renuméroté a posteriori. Donc le Wi-Fi AC maintenant on doit l'appeler Wi-Fi 5. Je pense pas qu'il y a personne qui va changer le nom pour ces produits, mais le Wi-Fi, la nouvelle génération s'appelle 6, et donc la version suivante s'appellera 7, etc., etc. Les gros changements, c'est plus rapide. La Wi-Fi Alliance s'attend à ce que ce soit à peu près 30% plus rapide, en utilisant de façon plus intelligente la modulation, et donc pour passer plus de données avec la même quantité de signal radio, donc sans surcharger les ondes, puisque la bande réservée au Wi-Fi est quand même assez étroite, sans surcharger davantage, mais en utilisant mieux la radio, augmenter le taux de données, et également un point qui est important, une meilleure couverture pour l'Internet des objets, parce que c'est vraiment quelque chose qui se développe, on a de plus en plus. Or, la connexion réseau est très coûteuse pour les objets, ça consomme pas mal d'énergie, et donc l'idée c'est d'avoir une meilleure couverture pour diminuer la consommation réseau. Et puis il y a un certain nombre d'autres améliorations pour mieux gérer, mieux utiliser en fait le spectre radio, pour permettre, quand on a beaucoup de devices, que ça se passe un peu mieux. Et ça, je pense que c'est ce qui va faire en fait que le Wi-Fi 6 va sans doute, tu disais qu'on aura tous un chez nous, je pense qu'il y en aura d'abord dans les entreprises avant d'arriver chez nous, parce que pour les particuliers, les vitesses auxquelles on arrive, elles sont tellement plus élevées que le routeur ADSL qu'on a derrière, que franchement, ça vaut pas la peine d'acheter. Donc, si vous avez un routeur Wi-Fi classique, faut surtout pas se précipiter pour acheter un Wi-Fi 6. Ils sont chers. Et dans une maison, chez un particulier, on va pas voir la différence, parce que le point de blocage, il est dans la connexion Internet. Par contre, en entreprise, où on a beaucoup de devices qui se connectent, là, effectivement, on va commencer à avoir des différences. Et quand on a des serveurs locaux aussi, ces marchés-là que ça va commencer à se développer. Quand on a des serveurs locaux également, parce que là on parle d'Internet, effectivement il y a un point de rétrécissement du tuyau à un moment donné, mais quand on a des serveurs locaux comme en entreprise, à aller interroger des choses comme ça, c'est un petit peu comme les objets connectés d'ailleurs, on garde quand même cette vitesse, même chez soi à la maison, si on a un NAS et qu'on veut distribuer de la vidéo, par exemple, dans toutes les chambres de la maison, on a besoin de bande passante aussi, de fort débit, donc c'est quand même au bénéfice, on va dire, de l'usager, même si pour Internet, ça ne changera pas grand-chose. C'est au bénéfice de l'usager, mais comme tu le dis, je pense que c'est, même pour un NAS à la maison, les débits sont largement suffisants. Ceci dit, maintenant, avec la 4K... c'est vraiment, je pense que c'est, pour le moment, c'est vraiment les entreprises qui vont gagner. Évidemment, nos devices vont devenir compatibles. Les dernières générations de téléphones sont déjà Wi-Fi 6, pas certifiées évidemment, mais intégrant les puces Wi-Fi 6, parce que oui, quand on va les utiliser sur un réseau en entreprise, évidemment, il ne faut pas juste que le routeur soit Wi-Fi 6, il faut que le device qui se connecte soit lui aussi Wi-Fi 6. Enfin, toutes ces évolutions-là, ce sont justement des évolutions. On les a déjà connues, on les a déjà vécues aux différentes étapes. Ici, ce sera une étape de plus. Hein. En gros, ça va pas changer notre vie du jour au lendemain. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si Marc avait un truc à rajouter là-dessus. Je sais que lui, il chipote toujours avec son Wi-Fi chez lui. Il trouve toujours des solutions à un moment ou à un autre. Sans, tu veux passer au... Moi, je suis câblé partout, monsieur. Moi, je suis câblé partout. Si je pouvais coller un câble au cul de mon iPad, je serais heureux. Non, je suis câblé en 4.6, en gigabit, et je suis très content. Ça suffit largement. Oui, j'ai dit Wi-Fi, forcément, mais... Oui, c'est juste pour les devices mobiles. J'ai du mesh à la maison, et ça suffit, voilà. Ouais. Ben, le mesh, justement, c'est aussi une nouvelle technologie, enfin en tout cas une technologie récente, dont on va encore reparler d'ailleurs avec Xavier, puisque je pense qu'il a du matériel en test en ce moment, et donc on va faire un hors-série très prochainement sur ces appareils-là de chez TP-Link, je pense, j'ai peur de dire une bêtise. Je ne sais plus, j'ai vu passer effectivement le truc sur notre Slack, mais... On en reparlera, ça c'est sûr. Allez, on passe à la suite.
d'un sujet à l'autre. Et on est à la lettre F comme Firefox. J'étais en train de me faire la réflexion, si on devait faire une conduite, on va dire, avec les sujets, pour passer d'un sujet à un autre, avec des transitions qui vont bien, etc., on aurait quand même mal de tête avant de commencer un épisode, je pense, parce qu'on part un petit peu dans tous les sens, et c'est un petit peu comme ça que ça se passe avec les technos depuis maintenant plus de 5 ans. Donc c'est comme ça. F comme Firefox, avec le navigateur qui aura sa version payante. C'est ce qu'annonce Mozilla, en tout cas, Marc. Alors oui, le titre est un peu trompeur, parce que bon, évidemment, je ne tire sur personne, mais nos confrères de la presse IT ont tendance à mettre des titres accrocheurs pour s'assurer que les gens viennent lire. Oui. Le titre est plus nuancé que ça. Effectivement, Firefox Premium verra probablement le jour fin de cette année, début de l'année prochaine. Mais Firefox Premium n'est pas un nouveau browser. En fait, pour trouver des sources de financement supplémentaires, puisqu'on rappelle, Firefox à la base c'est une fondation, c'est Mozilla qui dépend pas forcément de sous du public, et c'est pas forcément une entreprise privée, donc ils doivent trouver des petits brousous pour fonctionner comme ils le peuvent. Ils ont décidé de constituer en fait ce qu'on peut considérer comme un paquet de services premium qu'ils vont vendre, qu'ils vont commercialiser. Alors, on ne sait pas encore combien, on ne sait pas encore très bien ce qu'il y aura dedans non plus. On se doute que ça va permettre d'avoir une utilisation plus étoffée du browser, que tout le monde connaît, et qui finalement va consister à rajouter probablement le fameux VPN qu'ils viennent de lancer aux États-Unis en bêta et qui va finir par débarquer chez nous. VPN dédié pour Firefox. Ce sera probablement, d'après les différentes sources, un partenariat avec ProtonVPN, qui est personnellement pas celui que j'aurais choisi, mais bon, il traîne un peu trop de casserole derrière lui. Et probablement également une offre de stockage dans le cloud. Alors, ce qui est certain, par contre, c'est que le browser en lui-même, celui qu'on utilise tous, Firefox, lui, restera gratuit, il continuera d'être mis à jour, et il n'est pas question de pénaliser les utilisateurs de Firefox, du logiciel, en leur bridant certaines fonctionnalités. Par contre, là où c'est un peu, comment dire, étrange, c'est que, bon, si on met de côté le fait qu'effectivement la chose a été présentée de manière un peu biaisée, tout le monde a cru qu'en fait Firefox allait devenir payant, c'est pas le cas. On se rappelle qu'Opera avait tenté le coup à une époque en couplant un VPN, un browser, en essayant de faire payer les gens, ça avait capoté lamentablement. Un VPN en plus, il existe des VPN excellents qu'on peut intégrer dans notre système d'exploitation. Je pense notamment, sans faire de pub, à NordVPN, qui est l'un des plus fiables et un des plus transparents au niveau de son utilisation. Je pense à Tor, qui reste quand même la solution standard. C'est à partir du moment où on n'a pas envie de laisser des grosses traces de boue avec ses godasses bien sales partout où on va sur le net. Il y a d'autres services, un truc de stockage dans le cloud. Pour peu qu'on soit un peu bidouilleur, il y a une offre comme pCloud, vous montez votre propre serveur, vous avez votre truc à la maison. Donc, disons, combiner du VPN, du cloud dans une offre payante pour essayer de supporter quelque chose qui existe déjà ailleurs. Alors, je ne sais pas s'ils tablent sur une offre qui va générer un capital sympathie, les utilisateurs se disant, ils offrent un truc, c'est peut-être pas topissime, mais par conviction, je finance, j'achète, ça va peut-être être, je sais pas moi, 2-3 euros par mois, un truc du style, et ça permettra à la fondation d'avoir des sous pour innover, pour faire d'autres choses. Mais globalement, cette annonce reste une annonce un peu vide tant qu'on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Donc, ce sera à suivre. Simplement, voilà, je voulais juste faire remarquer que l'annonce qui est parue un petit peu partout sur le net, elle n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. On ne va pas vous demander de sortir votre portefeuille pour utiliser Firefox à partir de demain. C'est un peu dommage parce que finalement, en termes de communication, purement de communication, c'est un peu raté, quoi. C'est un peu raté, mais c'est pas de leur faute. Non, bien sûr, mais dans l'esprit du grand public, qui va payer pour avoir un navigateur pour aller sur Internet alors que tous les autres sont gratuits? Parce que finalement, Exactement. ça revient à ça. Ça revient à ça, finalement. C'est ça qui va rester dans l'imaginaire des gens.
Par ailleurs, ceux qui ont dommage. l'habitude de financer le logiciel libre d'une manière ou d'une autre, ou le libre, pas que le logiciel, d'une manière ou d'une autre, ils ont leurs canaux de dons, entre guillemets. Je pense par exemple à la fondation Wiki, de Wikipédia par exemple. Les gens ont déjà cette habitude, ont déjà ce réflexe, enfin la communauté a déjà cette habitude, et c'est pas une offre premium qui va les engager plus, quelque part. Voilà. Absolument pas, parce qu'effectivement, on a déjà intégré ce système de rémunération à titre gracieux quelque part dans leur ADN. Donc voilà, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Mais bon, on verra ce que ça va donner, on suivra le truc de loin en loin, et si ça débouche sur quelque chose, on sait jamais. Peut-être que Mozilla va sortir un truc qui est tout à fait inédit et qui va vraiment être utile, on verra bien. Après, avoir une offre, parce que tu as expliqué un petit peu tous les détails, etc., c'est quand même chaque fois des comptes séparés, avoir une offre groupée, entre guillemets, pour avoir tous ces services, c'est peut-être pas complètement idiot non plus. Faut non, effectivement. Donc, il faut peut-être aller chercher d'autres clients, d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude, justement, de mettre la main à la poche ou qui ne seront pas... Oui, ils pourraient professionnaliser leur système de téléchargement, puisqu'ils essayent de concurrencer gentiment où ils transfèrent. Oui. Effectivement, un système de cloud couplé à ça serait cohérent. Est-ce que ça serait rentable? Benoît, une opinion là-dessus ou pas? Il faut voir, ils ont peut-être une... Je pense que ce genre de choses, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, il faut mettre en place l'infrastructure, et ça fait un moment qu'ils commencent. Tu sais, ils ont fait ce système où tu pouvais garder tes mots de passe et les récupérer d'une machine à l'autre. Donc, ils sont en train de construire un petit peu. Là, ils arrivent avec une première offre. Il faut voir après si, une fois qu'ils auront un peu rodé le système, ils vont pas venir avec des produits à destination des PME, par exemple, où on veut quelque chose, de la sécurité, ça fait vendre, donc la gestion des fichiers, etc., c'est un peu compliqué. On n'a plus nécessairement envie d'avoir en interne un serveur de fichiers ou quelque chose comme ça, surtout pour une PME bureautique. Donc, il faudra voir un petit peu l'offre, tu vois, comment commercialement ils vont la positionner sur le marché. Oui, mais c'est vrai que pour le moment, ils viennent pas avec quelque chose où on se dit, tiens, j'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas alléchant. Et si on se dit, on l'a vu ailleurs, on l'a vu gratuitement ailleurs, quoi. Donc l'effet est un peu raté. C'est ce qu'on disait avec Marc juste à l'instant. On peut passer à la suite si vous voulez. Faisons un peu l'histoire dans cet épisode des Technos, puisque c'est un anniversaire, c'est COBOL. Alors, il va falloir rappeler ce que c'est COBOL, Marc, mais COBOL a 60 ans aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine. C'est quoi encore COBOL? Rappelle-nous. COBOL, c'est grosso modo l'un des responsables des pires cauchemars de ma période 20-24 ans, entre autres. Quand j'étais sur les bancs de l'école d'informatique, j'ai appris le COBOL. Oui. Le Fortran aussi, avant de passer au C, au Pascal, etc. Mais voilà, COBOL, c'est un langage informatique, c'est ce qu'on peut décrire peut-être comme l'un des premiers langages informatiques compréhensibles par des non-informaticiens. Il faut se rappeler qu'à l'époque où le COBOL est sorti, c'est-à-dire quand même 1958-1959, l'informatique était principalement composée d'énormes cubes avec des lumières partout et des transistors qui chauffaient très fort. Et on programmait ça généralement en assembleur ou en langage machine, avec des cartes perforées ou avec des terminaux, etc. À l'époque, le monstre de référence, c'était une machine qui était construite par IBM qui s'appelait l'IBM 360, qui était utilisée dans pratiquement toutes les sociétés, que ce soit en gestion de comptabilité, que ce soit en planification de stock, que ce soit en gestion de production, que ce soit en finance, que ce soit en banque, que ce soit n'importe quoi. C'était la bécane de référence. Et programmer un IBM 360, c'était pas donné à tout le monde. Le problème, c'est qu'il y avait une demande. Et pour que cette demande soit remplie et qu'on puisse répondre à cette demande, il a fallu développer un système de programmation qui permettait à des gens, peut-être avec un niveau moins technique, mais qui avaient tout à fait les capacités de développer des algorithmes et des applications, de pouvoir créer des programmes à destination de toute une série de secteurs. Et c'est en septembre 1959, en fait, que la première version du COBOL, qui veut dire Common Business Oriented Language, est née. Alors, le petit clin d'œil par rapport à un hors-série qu'on vous a fait cet été, avec la seule madame qu'on avait mise à l'honneur dans notre série, dans notre petite palmarès, là, Ada Lovelace.
COBOL est aussi un langage qui est né sous l'impulsion de deux madames, Grace Hopper et Mary House. Et c'est Mary House qui a eu l'idée en fait de proposer un langage dont la typologie et la syntaxe s'approcheraient le plus possible de l'anglais courant. Et effectivement, quand vous allez sur Wikipédia et que vous regardez le code source d'un programme COBOL, mais grosso modo, vous allez retrouver des trucs qui vont vous parler, pour peu que vous maniez un minimum la langue de Shakespeare. Vous allez retrouver des sections comme Program Identification, Data Division, Execution Section, des trucs qui vraiment vont vous permettre de comprendre que le programme est spécifié est structuré en différentes parties, une qui parle de l'identification du programme, l'autre de son but, l'autre de la manière dont les données vont être présentées sur écran, sur imprimante, et puis toute une série d'instructions qui seront regroupées et qui vont permettre de traiter les informations, de sortir, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que COBOL est quand même un des langages les plus résilients au monde, dans la mesure où, depuis 60 ans, effectivement, il existe, mais non seulement il existe, mais il existe toujours. Et encore aujourd'hui, COBOL, c'est le langage de référence qui est utilisé dans toutes les applications, pratiquement toutes les applications qui tournent dans le domaine de la finance. D'accord. Si vous êtes allé retirer de l'argent à un distributeur mural aujourd'hui, il y a de fortes chances que quelque part dans la chaîne, vous ayez interagi avec un logiciel COBOL. Si vous avez pris un avion récemment, quelque part dans la chaîne, il doit y avoir du COBOL qui a joué. Aujourd'hui, il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui interagissent tous les jours avec des programmes COBOL. On estime qu'il y a quand même 200 milliards de lignes de code de COBOL qui se baladent dans le monde, qu'il faut maintenir. Et qu'aujourd'hui, 90% des entreprises dans le monde utilisent, 90% des entreprises du Fortune 500, c'est-à-dire les plus grosses entreprises du monde, utilisent encore du COBOL pour le système. Donc, 60 ans après, avoir un langage qui est encore présent dans, par exemple, entre 65 et 70% de tous les systèmes qui traitent des transactions financières, ça impose un peu le respect, quoi. C'est aussi un langage qui a été fort utile dans la conquête spatiale. Si je dis pas de bêtises, j'avais lu un article récemment sur le programme Apollo, entre autres. Le COBOL, on parle beaucoup du COBOL et du Fortran, tu l'as cité également durant cette époque-là. Oui, c'est l'autre partie du cauchemar. C'est le moment où tu te retournes dans le lit, c'est COBOL, Fortran. COBOL. Mais voilà, ça fait partie effectivement de l'histoire de l'informatique et les années passent, évidemment, et donc ça devient de plus en plus impressionnant, ce nombre d'années, 60 ans pour un langage informatique, c'est quand même assez énorme. Est-ce que ça ramène des souvenirs dans la tête de Benoît, par contre, COBOL, Fortran? Oui, j'ai eu le même genre de cours. Ce que je trouvais assez étonnant à l'époque, c'est l'espèce de... Comment dire, le prof qui donnait ça, qui était quelqu'un d'intelligent, de compétent et tout ce qu'on veut, mais il nous donnait l'impression d'être complètement coupé du monde, tu vois. Les choses qu'il nous décrivait, c'était absolument pas l'informatique telle qu'on la vivait nous par ailleurs, et c'est absolument pas l'informatique que j'ai vécue après. Donc il y a une génération COBOL quelque part. Oui, c'est ça. Et c'est assez intéressant parce que tu parlais des systèmes financiers et autres, où effectivement COBOL est très présent, et la logique qui a été suivie par ces acteurs-là, c'est de se dire on a investi à l'époque, on profite de ce qu'on a investi, il n'y a pas de raison de refaire, ça fonctionne très bien. Mais je lisais récemment quelques articles sur N26, tu sais, la banque allemande en ligne, qui disait, nous on a des systèmes construits neufs, et ça nous permet de les faire évoluer très vite, parce qu'évidemment, ces applications financières héritées, elles sont un peu fossilisées. On ne sait plus trop les faire évoluer, elles créent des lourdeurs, elles créent des choses que ça n'avait pas été prévu par rapport à ça n'avait pas été prévu pour un jour se connecter à des smartphones, à vivre dans le monde dans lequel on vit avec l'Internet des objets, etc. Et donc, ils mettent en avant le fait que le fait d'avoir construit des systèmes nouveaux, ça leur permet d'innover, de présenter des choses différentes, des produits différents, d'être beaucoup plus réactifs.
Et ça me, en lisant cet article-là, ça me fait penser à ce prof. Et là, en t'entendant maintenant, ça me refait penser à cette vision de l'informatique qui était un petit peu vieillotte, quoi, quelque part. Oui, et puis et très abstraite. Hein. Moi, je me rappelle mes premiers cours d'informatique, j'avais en face de moi des gens qui parlaient de choses qui ils n'essayaient même pas de le relativiser par rapport à quelque chose qu'on connaissait dans la vie de tous les jours. Tu vois, ça n'a pas changé. Hein. Quand ça n'a pas changé, je pense. De programme, tu es par équipe de développement, ça n'a pas changé. Ouais, ça reste encore abstrait, quoi. Alors que ça fait des choses très concrètes. Très abstrait à la base. Ouais. Pour faire des choses très concrètes, in fine. Tout à fait. C'est ça qui est assez paradoxal. Marc avait je sens que quand il regarde comme ça sur le côté, c'est qu'il y avait une petite pensée qui allait émerger. Non, pas forcément. C'est juste effectivement, pendant que Benoît parlait de ses mémoires, moi je me rappelais des miennes aussi, effectivement, et c'est vrai que les premiers instants d'un cours de COBOL, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. T'as envie de partir. En plus que nous avions un je vais faire menuiserie. Non, pas forcément. Nous avions un prof qui, alors lui par contre est toujours vivant, Monsieur Hazard, si vous me regardez. Il joue au foot d'ailleurs. Non, c'est pas lui. On s'appelait le dimanche, mais c'était pas la même chose. Donc, Monsieur Hazard avait donc une approche au COBOL qui était assez particulière, mais qui a eu le mérite, par la rigueur qu'il nous a forcé à avoir, d'appréhender les étapes suivantes de notre formation avec une certaine facilité. Et c'est clair que ce qui nous a paru extrêmement rébarbatif à l'époque, parce qu'il faut quand même se mettre à l'époque, le COBOL était quand même encore un langage monolithique, enfin ça l'est toujours, même si le visual COBOL et l'objet COBOL ont pas mal évolué et permettent quand même beaucoup plus de souplesse dans la mise en œuvre. Il y avait encore des règles, mais d'une lourdeur et d'une rigueur assez terrifiante. Et je me rappelle que nous étions obligés d'écrire, vraiment, c'est presque la programmation par paradigme, par contrat dont on avait parlé lors du hors-série. Ouais. On était obligé de décrire sur des grandes feuilles avec 136 positions et des petites cases toutes les instructions qu'on allait mettre dans notre programme, et hors de question de rater un caractère, parce que chaque caractère avait son importance. Et ça te forme à une rigueur, effectivement. Après ça, marteau, burin, tout ça dans le marbre. Total, voilà. Non. Après ça, on avait ce genre d'outils, tu vois. On avait ce genre de trucs-là. Et on passait généralement... Le cours était un cours de 2 heures. Tu avais 1 heure de théorie, puis tu avais 3/4 d'heure de ça pour essayer d'allumer le terminal. Puis tu avais 1/4 d'heure pour encoder ton truc. Tu voulais rajouter un truc, Benoît, après on passe à la suite. Parce que oui, tant qu'on est en train de parler d'histoire de l'informatique, pour faire un petit clin d'œil local, il y a un musée de l'informatique à Namur, ça s'appelle NAMIP, allez googler, c'est mon ancienne UNIF qui est un peu à la base de ça, et voilà, si ce genre de sujet vous intéresse, googlez NAMIP puis allez leur rendre visite. Est-ce qu'ils n'ont pas récupéré aussi un fonds de matériel qui était stocké à un moment donné chez HP à Bruxelles? Il y avait un espèce de un musée, donc ils récupèrent des fonds, ils conservent des fonds. Oui, mais il y avait un musée déjà à Bruxelles, c'est ce que je voulais dire, un musée un peu privé, mais qui était quand même localisé chez HP et qui cherchait des locaux à un moment donné. Je me demande s'il n'a pas rejoint Namur il y a quelques années maintenant. Mais effectivement, tu fais bien de le rappeler. Si vous avez des musées près de chez vous qui parlent de nouvelles technologies, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que ça vaut la peine, ça fait partie de l'histoire et ça vaut la peine d'en faire la promotion et d'aller y jeter un œil, évidemment, parce que c'est ça le but aussi. On passe à la suite. Luminar. Elle comme Luminar. De quoi s'agit-il? D'une intelligence artificielle au service de la photo. C'est donc, à mon avis, Benoît qui en parle. C'est le genre de sujet qu'il aime bien. Alors, et en bon photographe qu'il est, en plus, forcément, ça apporte quelque chose. Alors, tu vois, justement, quand je disais tout à l'heure que nos profs de COBOL, ils parlaient de choses qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on allait faire après, oui. Et voilà le genre qui n'avait rien à voir avec ce qu'on allait faire après. C'est pas des tris, c'est pas des machins comme ça, c'est quelque chose de très différent. Luminar, c'est un logiciel de développement de fichiers photos, donc à la base développement de fichiers RAW ou retraitement de fichiers images. La version 4 est en train de sortir et Luminar, Skylum, l'éditeur, la tease petit à petit. Ils intègrent toute une série de fonctions qui font que si on était sur Lightroom et qu'on a été embêté par le fait qu'Adobe a lancé son système d'abonnement, ce qui fait que le prix de Lightroom est devenu
complètement excessif. Ils ont intégré un certain nombre de fonctions en matière de gestion d'une bibliothèque de photos qui fait que c'est pas mal c'est un des produits vers lesquels on peut basculer. Et ce que je trouve également très intéressant, c'est qu'ils travaillent beaucoup dans cette version 4 sur l'intelligence artificielle en intégrant toute une série de choses qu'on n'a pas dans nos appareils photo, qu'on a dans nos smartphones, des algorithmes comme on a dans nos smartphones et qui font qu'en final le smartphone se révèle un très très bon appareil photo. Pas pour, si je puis me permettre, pas pour mettre des oreilles de lapin ou pour faire des grands yeux ou pour, tu vois, ce genre d'algorithme-là, on les laisse. Non, c'est pas ça. C'est du traitement de la photo, c'est du traitement de l'image pour faire des images qui vont être bien développées, qui vont être de belle qualité, qui vont présenter bien. Et mais ce genre de traitement où on va analyser l'image et appliquer des traitements qui vont être différenciés selon la nature de l'image, selon la partie de l'image, au lieu d'avoir le traitement qui s'applique à toute l'image à l'identique, et donc qui vont par exemple prendre compte qu'ici c'est le visage, donc il faut lisser la peau, mais ça c'est les yeux, il faut pas les lisser. C'est des choses qui sont pas nouvelles sur les smartphones parce que justement ça fait 1 an ou 2 que les smartphones travaillent énormément sur la photographie calculée, mais qui sont un petit peu nouvelles dans les logiciels et surtout dans des logiciels accessibles au grand public. Et donc, je trouvais intéressant d'en parler. Alors, ils avaient déjà annoncé 2-3 choses. Ce qu'ils viennent d'annoncer maintenant, c'est pour travailler sur les portraits avec un mode de retouche de la peau. Et donc, l'idée, c'est d'identifier les parties sur la photo qui sont de la peau, les traiter pour enlever les petits boutons, les points noirs, les petites cicatrices, toutes les choses qui sont pas très, très jolies. Et alors, par ailleurs, un traitement du portrait, de nouveau, pour venir identifier dans la photo où se trouve le sujet. Une fois qu'on a identifié où se trouve le sujet, reconnaître les yeux, reconnaître la bouche, qui sont des parties qu'on ne va pas traiter de la même façon que les cheveux ou que le reste du visage. Et donc, pour améliorer, là aussi, le portrait, en ayant un certain nombre de contrôles. Donc, on va pouvoir décider, je veux particulièrement mettre en avant les yeux, je veux particulièrement mettre en avant le visage pour avoir quelque chose de souriant, etc. Donc, moi, je trouve ça intéressant parce que, comme je le disais à l'instant, nos appareils photo classiques, ils sont en avance sur certains points, mais ils sont en train de prendre un peu de retard sur d'autres. Et donc, c'est chouette de voir des éditeurs de logiciels qui prennent des algos d'intelligence artificielle et les intègrent dans des logiciels de développement photo. Voilà. C'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Certains diraient c'est de la triche, la retouche après la photo, etc. Moi, je trouve pas. Ça fait partie du process. Comme le développement, quand on était en argentique, faisait partie du process artistique également. Là, la retouche ou autre de la photo après coup, ça fait partie de la démarche artistique aussi. C'est mon opinion. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Je pense que les gens qui disent ça ne savent pas qui est Nadar. Ils devraient googler et puis le découvriraient parce qu'en fait, Nadar, il retouchait déjà ses photos. On a historiquement toujours retouché les photos. Pour moi, c'est un complet non-débat. Après, on peut faire des choix. Ce qui est important derrière, c'est de se faire des choix. De se dire, tiens, voilà, moi, j'ai pas envie sur cette série photo d'utiliser tel genre de choses, j'ai envie d'utiliser autre chose. Si c'est... Pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de snobisme, un snobisme qui est basé sur une vraie méconnaissance de l'histoire de la photo. Donc, si on est un peu snob, on fait pas ça, mais en fait, en admirant par ailleurs des photographes qui sont en plein ou qui étaient en plein dans ces techniques-là. Donc ça, je trouve ça un petit peu insupportable. Ou alors simplement une ignorance, c'est compliqué, on ne sait pas faire parce que c'est trop compliqué. Le smartphone le fait pour soi sans qu'on s'en rende compte et donc on se dit waouh, ça fait des photos nettement plus jolies. Et donc en fait, voilà, c'est de la retouche intelligente. Rendre ces outils un petit peu plus accessibles, je trouve que c'est pas mal. Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, quand on parle par exemple ici on parle de photos, mais si on parle de vidéos, on retouche toujours l'image après coup parce que ça fait partie de la narration aussi, de ce qu'on a envie de raconter, de pouvoir dire voilà, on va accentuer tel effet, tel personnage dans le cadre, etc. Là c'est pareil en photo. Je trouve ça plutôt bien foutu, en tout cas si on parle de Luminar, parce que c'est ça le sujet quand même, ici de ce dont on parle, la version 4 de Luminar, c'est plutôt prometteur, et c'est plutôt voilà, on a envie de jouer avec quoi, hein, alors toujours avec parcimonie, parce que bien souvent
souvent ce genre d'application, quand on commence à chipoter, on peut des fois faire des trucs très très moches aussi. Il faut savoir un petit peu ce qu'on fait. Il faut rarement pousser les curseurs à fond. Ça, c'est pas. D'ailleurs, on se demande pourquoi il y a des butées. Une règle qu'on m'a appris tout au début, quand la photo numérique a démarré, et qui me sert toujours très bien, c'est tu fais le réglage avec le curseur qui te paraît bien, oui. Et puis tu descends de 2 crans. Oui, c'est ça. Et c'est vrai, parce que le fait de regarder la photo sans arrêt, et on a tendance à un peu exagérer le curseur, parce qu'on est dessus, parce qu'on ne voit que ça, et puis quand on revient 2 jours après, on se rend compte j'ai un peu trop poussé, et donc on baisse de 2 crans, enfin en gros de 15%, hein, ça dépend je dis 2 crans, ça dépend de l'amplitude que le curseur a, mais en gros on baisse 15-20% par rapport à ce qu'on sur le moment on pensait de bien, et donc le faire tout de suite, faire ce qu'on pensait de bien, puis reprendre ses curseurs, baisser un petit peu, c'est nickel. Ouais. C'est un peu comme en musique. Quand c'est un des musiciens qui mixe le morceau, en général, il se met toujours un peu plus fort que les autres, surtout quand c'est le batteur. Et donc, oui, mais c'est vrai, parce qu'on a tendance à... Voilà, c'est un réflexe. Voilà. Je pense qu'on en a fini avec ce sujet. On va accélérer un tout petit peu, les amis. On est bavard aujourd'hui dans ce 225e épisode. On va parler de modérateur, la lettre M comme modérateur, un job pas rigolo manifestement. C'est de nouveau toi Benoît qui nous en parle. Ouais, alors je vais faire très court. C'est simplement un article qui est sorti cette semaine et qui m'a un petit peu interpellé, qui montre les conditions de travail des modérateurs de Facebook. Donc Facebook, et comme les autres plateformes de réseaux sociaux, a commencé à dire on ne peut plus accepter de mettre tout et n'importe quoi. Il y a eu un certain nombre de scandales, donc il faut qu'on traite. Et la manière dont c'est présenté, c'est on a mis au point des algorithmes qui vont permettre de trier, etc., etc., etc. Mais en fait, derrière ces algorithmes, il y a des petites mains qui font le deuxième tri. Parce que l'algorithme, très souvent, ce qu'il fait, c'est dire là, j'ai un risque d'avoir une vidéo déviante, là j'ai un risque d'avoir une fake news, là j'ai un risque de ceci, il faut que quelqu'un vérifie. Et donc il y a des modérateurs qui passent ce qui semble bien être en fait les déchets de l'humanité, et ils passent toutes leurs heures de travail à regarder les choses les plus immondes qu'on a produit et qu'on essaie de distribuer. Des textes, des vidéos, etc. Et l'article les interroge et met en avant les effets extrêmement pervers que ça a. Ce sont des gens qui apparemment deviennent extrêmement nerveux parce que ils vivent tellement d'agressions durant toute leur journée de travail, ils voient tellement d'agressions qui sont mises en valeur, qui sont présentées, etc., que c'est des gens, apparemment, quand ils rentrent chez eux, ils ont peur dans la rue, si jamais. Il y a une déviance très forte qui est marquée dans leur c'est un centre de points, mais un des trucs, c'est dans les révolutions politiques, ils deviennent plutôt extrémistes, extrême gauche, extrême droite, parce que voilà, ils sont soumis à tellement de textes. On sait que les extrêmes se font élire à coups de textes qui sont peut-être pas toujours très honnêtes et très corrects. Et quand on en voit toute la journée, visiblement, ça fait un effet et à un moment, on finit par y croire. C'est du stress post-traumatique quelque part. Hein. C'est un peu du stress post-traumatique, effectivement. Et je pense que ça pose 2 questions. La première question, c'est il va peut-être d'autres jobs qui sont comme ça confrontés à des choses pas très plaisantes. Souvent, le job a un encadrement qui fait qu'il y a un accompagnement qui aide un petit peu les personnes à vivre ça. On pense les travailleurs sociaux, la police, etc. Il y a une certaine forme d'encadrement dont ces professions se plaignent déjà qu'elle n'est pas suffisante, mais alors ici, il n'y a pas du tout d'encadrement, donc c'est encore pire. Et deuxièmement, les effets que ça a, on lit parfois qu'on ne comprend pas comment le Brexit, par exemple, où on sait que l'extrême droite a joué énormément sur les fake news pour passer avec le Brexit, et on se dit, mais enfin, comment c'est possible, machin. On voit des personnes qui sont bombardées par ce genre de messages, même s'ils savent, puisqu'en fait, leur métier, c'est de dire, c'est du faux, c'est du faux, c'est du faux, c'est du faux. Le bombardement finit par avoir un effet, quoi. Ces nouveaux métiers, on ne se doute pas encore, ou en tout cas on ne fait que commencer à prendre la mesure des effets pervers qui accompagnent ces nouveaux jobs, en fait. Hein, et c'est vrai qu'il faut être un peu vigilant et réfléchir un peu plus loin. Quand on parle des gens qui font de la modération sur des sites, c'est pas nécessairement juste des censeurs froids et idiots, c'est aussi des personnes comme vous et moi, et il faut en tenir compte aussi, c'est important. On passe à la suite.
Avec un fait divers, j'ai envie de dire, parce que on l'aurait mis à la lettre F comme fait divers, ça n'aurait choqué personne, puisqu'on a retrouvé un homme disparu depuis 22 ans, Marc. Ouais, comme quoi Google Maps, ça sert pas qu'à trouver son chemin, ça sert à trouver des morts aussi. Oui, c'est ça. Surtout quand ça fait 22 ans qu'on les attend. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc 22 ans, un soir, probablement, alors, on ne sait pas. Ou alors une nuit. Pardon, non, c'était les paroles. Nuit. C'est une chanson. Voilà, près d'un lac. En plus, c'est vrai, c'est près d'un lac. Ça tombe bien. Donc, le dénommé William Moult, on ne sait pas s'il était pété comme un coin après avoir fêté un truc ou s'il avait simplement un gros coup de barre à ce moment-là. Ben, à l'époque, il avait 40 ans et le monsieur a disparu du jour au lendemain, comme ça. On n'a jamais su. On a pu déterminer grosso modo la zone où il se trouvait au moment de sa disparition, qui était une zone en chantier. On l'a retourné au peigne fin, on n'a jamais rien trouvé. Jusqu'au jour où, il y a quelques semaines, en regardant une zone de Google Maps qui était cartographiée depuis 2007 quand même, depuis 2007, mais que personne n'avait vraiment jamais regardé, parce qu'après tout, bon, je suppose que les gens ont d'autres choses à faire que d'épier chaque pixel sur une... Bah, à moins que ce soit chez toi, dans ton jardin ou autre. Oui, mais enfin, bon, sinon, effectivement, tu vas pas, sauf si tu es un stalker fou, mais généralement, voilà, les gens ont des champs d'intérêt un peu plus légitimes, on va dire. Un jeune homme a regardé donc la photo de l'endroit en question, qui entre-temps était devenu un étang au bord d'une zone résidentielle, et il a remarqué quelque chose qui ressemblait furieusement à une carcasse de voiture dans l'eau, que personne n'avait donc jamais remarqué. Il a communiqué l'info à la police, et qui on a trouvé dans la voiture en question? Monsieur Moult, qui se reposait donc d'une grosse sieste depuis 22 ans. Voilà, comme quoi, parfois, effectivement, ça sent le fait divers à fond, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et les phares fonctionnaient encore. Ça sert à détecter des gens qui font des meurtres, parfois on trouve le résultat aussi. J'allais dire, non, et les phares étaient allumés. Oh putain, ça fait de la batterie, ça, monsieur. Voilà, c'est ça. Mais c'est horrible parce que il faut se mettre 10 secondes, faire preuve d'empathie par rapport à la famille. On le prend sous la légère, c'est tragique, mais c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant, surtout quand on ne retrouve pas le disparu. On peut tous imaginer, mais le retrouver 22 ans après, c'est quand même, voilà. Et un peu par hasard. Et grâce aux nouvelles technologies aussi, hein, quelque part. Donc, c'est assez bluffant. Bon, voilà, on avait un feu divers, il fallait que ce soit aujourd'hui. C'est Marc qui nous l'a proposé. Fait divers encore. Non, c'est pas de fait divers cette fois-ci. C'est la lettre N. N comme noir. On aurait pu le mettre S comme sombre. Voilà. C'est un nouveau matériau qui absorbe presque 100% de la lumière. Et je remarque avec désappointement que le changement de la conduite en temps réel ne se réfléchit pas dans le truc. Parce que le monsieur, il a essayé de tricher sur notre titre le plus court. Non, j'ai triché. Non, je n'ai pas triché. J'ai pris le challenge accepté. Parce qu'effectivement, lui avait mis en papier 3 petits points pour faire le truc le plus court possible. Oui. Moi, je m'étais contenté d'un chiffre. Voilà. Donc, je revendique la première place. Donc, allez. Tout à fait par hasard, en essayant de trouver des moyens d'améliorer la conductivité électrique et la conductivité, je vais y arriver, thermique de certains matériaux au moyen de nanotubes de carbone, une équipe de scientifiques du MIT a, je le répète totalement par hasard, réussi à développer le matériau le plus sombre au monde. Plus sombre, 6 fois plus sombre que celui qui était déjà connu comme étant la référence jusqu'à aujourd'hui, qui est le Vantablack, fameuse polymère qui absorbe absolument toute lumière. Mais là, ils ont réussi à faire un truc qui est encore 6 fois plus sombre. Alors, à première vue, on se demande à quoi ça va servir, on cherche toujours. Il y a des gens qui ont déjà fait recouvrir leur bagnole avec ça, ça leur a coûté un pont, et c'est un danger sur roue, parce que plus personne ne voit rien, dans la nuit, c'est une horreur. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse au niveau technique, au départ, donc, les chercheurs voulaient faire croître des nanotubes de carbone sur des matériaux conducteurs, comme l'aluminium. Et grâce à cette découverte, ils pensaient pouvoir, comme je l'ai dit, améliorer la conductivité électrique et la conductivité thermique. Sauf qu'en cours de route, les choses ont un peu changé de cap, et pour éliminer, en fait, la couche d'oxydation qui s'était formée
sur l'aluminium exposé à l'air avant de le traiter, ils ont utilisé un autre produit qui s'appelle le chlorure de sodium. Ben, l'aluminium traité au chlorure de sodium permet de favoriser à basse température ici c'est 100 degrés, mais bon, basse température par rapport aux températures couramment pratiquées pour ce genre d'opération, à favoriser de manière étonnamment forte la croissance des nanotubes de carbone. Le X, c'est qu'ils n'ont pas encore compris pourquoi. Ils savent ce que ça fait, mais ils n'ont pas encore compris pourquoi. Et donc, quelque part, c'est un peu un fait divers aussi, dans le sens où on a trouvé quelque chose qui n'avait jamais été trouvé jusqu'à aujourd'hui, un peu par hasard, et ça va rejoindre, jusqu'à ce qu'on ait déterminé les raisons scientifiques et les causes scientifiques derrière le phénomène, ça va rejoindre la très longue cohorte des découvertes totalement fortuites qui finalement sont venues déboucher sur des applications totalement fonctionnelles. Et le truc auquel je pense avant tout, c'est... Le post-it, évidemment. Oui. Évidemment. Mauvaise dose d'alcool, et c'est devenu un truc qui a rendu des gens milliardaires. Ou le laser. À l'origine, le laser, c'est une expérience ratée aussi. Mais ce que je trouve assez... Alors, je ne sais pas si les photos qui sont présentées sur les différents sites web sont bidonnées ou pas, mais on a vraiment l'impression que c'est vraiment très très noir. Hein. Je veux dire, t'as l'impression que c'était retouché au Photoshop, tu vois. Non, le truc est franchement, ça absorbe 99,9995% de la lumière incidente. Donc, ça ne réfléchit quasi rien. Oui. Ça réfléchit. Disons que pour pouvoir mesurer la quantité de lumière réfléchie avec une illumination classique, c'est-à-dire celle d'un tube fluorescent ou d'une ampoule classique, il faudrait une caméra qui soit capable de détecter une luminosité quasi infime. Et de notre côté, évidemment, aujourd'hui, il n'est pas capable de faire ça. Il peut y avoir des développements intéressants. Je pense à l'astronomie, par exemple, parce qu'on sait que les astronomes essaient de se protéger des lumières parasites. Donc, ça peut avoir des applications dans ce domaine-là. En photographie, par exemple, ou en vidéo, ça pourrait avoir des applications certainement également. On sait que sur les plateaux de tournage, on essaye de limiter les lumières un peu parasites qui pourraient venir un petit peu faire des reflets parasites dans l'image. Bah là, il suffirait de recouvrir de ce procédé. Et tout serait très, 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 très noir. C'est très, très inquiétant aussi. Mais si ça vous intéresse justement de savoir ce qu'on peut tirer comme application pratique de ce genre de choses, alors on vous mettra le lien éventuellement si on n'oublie pas. Ouais. Je suis en train de regarder un article qui explique quelles sont les applications pratiques du prédécesseur du bidule dont on vient de vous parler, donc le Vanta Black. Autrement qu'en faire une peinture qui recouvre sa bagnole pour être le plus croquetier du monde, il y a effectivement toute une série d'applications scientifiques, comme vient de le dire Marc, dans le domaine de l'optique, dans le domaine de l'astronautique, dans le domaine de l'astronomie. Et voilà, donc c'est que ce truc a vraiment une utilisation pratique, et bon, nul doute qu'on saura en tirer des applications financiable, on va dire. On va dire ça comme ça. On est à lettre P. P comme paranoïaque. Benoît, non, Benoît n'est pas paranoïaque, mais c'est lui qui nous parle de ce sujet, en particulier d'outils pour les paranos. De quoi s'agit-il, Benoît ? Voilà, alors on est loin du truc pratique, finançable, etc. C'est un clin d'œil de deux étudiantes. Désolé. Non, je ne pense pas. C'est deux étudiantes de l'université de design de Cologne, en Allemagne, donc, qui viennent de sortir une série d'accessoires pour les parados. Et je trouve que comme je disais, c'était un clin d'œil pour réagir, tu vois, à tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le fait que on est espionné par nos différents devices. Alors, ils ont démarré avec un truc qui est un petit peu marrant, c'est tu sais que beaucoup de gens maintenant mettent quelque chose sur leur caméra, la caméra au-dessus de l'écran, pour ne pas qu'on puisse les hackers puissent prendre le contrôle de la caméra à distance et les filmer sans qu'ils le veuillent. Et alors, elles ont l'idée, plutôt que de mettre un bête autocollant noir, mais de mettre un petit boîtier avec dedans une image style les Viewmaster, si vous vous souvenez, ces jouets qu'on avait quand on était gamin. Et donc, du coup, la caméra filme une image avec des images un petit peu un lit d'hôpital, une plage, etc. Donc, le hacker aurait l'impression qu'il est en fait devant un ordinateur qui est
tu vois, qui est dans un hôpital ou quelque chose comme ça. Mais évidemment, c'est complètement faux. C'est pas la vraie image. Et elles en ont fait comme ça toute une série. Un pour faire du bruit qui va troubler Alexa et qui va faire qu'Alexa va, sur les moments où, puisque ces assistants vocaux nous écoutent tout le temps et on ne peut pas les couper quand on ne veut pas, en les débranchant, quand on ne veut pas qu'ils nous écoutent, ben, ça fait un bruit, ça fait du bruit blanc ou ça fait des voix, ce qui fait que du coup, ben, Alexa ne sait pas reconnaître à ce moment-là la partie de conversation, donc on peut avoir une conversation privée, même en ayant Alexa dans la pièce. Un autre que j'ai trouvé hilarant, c'est un clavier qui fait des fausses recherches sur Google et sur Amazon, puisque Google prend ton historique de recherche pour en déduire que tiens, il a cherché pizza, il a cherché Hawaï, paf, je vais lui mettre une pub pour Domino's. Mais en fait, ils font des recherches avec des mots tout à fait aléatoires, qui tapent ainsi, ce qui fait que du coup, l'historique de Google est pollué. Et le petit dernier, c'est un bouton pressoir pour allumer et éteindre les machines un petit peu aléatoirement. Donc pour tous ces assistants qui essayent de voir quel est ton planning sur la journée, quand tu es là, quand tu n'es pas là, ben tu vois, avant on faisait ça avec des lampes pour que les voleurs aient l'impression que tu étais dans la maison quand tu étais en vacances, et bien, avec des minuteries pour allumer la lampe et l'éteindre alors que tu n'es pas là. Et ben ça fait un peu la même chose avec ton assistant numérique. Ça m'a fait rire, c'est évidemment un gros clin d'œil, et je voulais partager ce gros clin d'œil avec vous. En plus, il y a une petite démarche artistique aussi, il faut le dire, hein, dans le chef de ceux qui l'ont produit, parce qu'on voit que les objets, enfin le design des objets a été un peu étudié. Joli, hein. C'est bien fait, quoi. C'est voilà, il y a quelque chose de. C'est dans la grande tradition allemande. Ouais. C'est assez cohérent, c'est rigolo comme tout. On retrouve Dieter Rams et Braun et toute cette tradition. Ouais, j'allais dire, ça ressemble à du Braun. Donc, comme d'habitude, hein, on met les liens de tout ce dont on parle, de toutes nos sources. Vous les retrouvez en description de cette vidéo ou sur notre blog. C'est encore plus simple, lestechno.be. On vous met toutes les sources. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil et aller plus loin peut-être dans ces informations dont on vous parle chaque semaine. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a une jolie petite vidéo. Oui, il faut bien le dire aussi, parce qu'il y a aussi des petites vidéos qu'on ne met pas nécessairement à l'image pour des raisons de droit, parce qu'on respecte ça aussi. Mais voilà, vous pouvez aller les visionner vous-même sans aucun problème. S comme sécurité, c'est quoi la faille Simjacker? Ça, c'est voilà, on a un petit peu parlé de ça il y a quelques semaines, me semble-t-il, avec Xavier dans un épisode, parce qu'il s'était passé un truc avec cette histoire de carte SIM. Mais toi, tu voulais revenir sur ce sujet, Marc. Je voulais essayer de voir un petit peu où on en était, parce qu'effectivement, on avait parlé de ça à l'époque où notamment le compte Twitter de Jack Dorsett avait été piraté, et que ça s'était fait via un piratage de SIM, un remplacement, etc. En fait, voilà, on en a reparlé il n'y a pas longtemps, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, derrière ce truc qui avait l'air anodin, il y a quand même une faille qui est assez colossale, dans la mesure où aujourd'hui, elle concerne, alors pas moins d'1 milliard de téléphones dans le monde. Et surtout qu'elle n'est pas directement patchable. Alors, la SIMjacker, c'est quoi? Pour vous rappeler rapidement comment fonctionne une carte SIM, une carte SIM, globalement, c'est la petite carte que vous allez mettre dans votre téléphone. 3 formats. Si vous avez un vieux Brawl, c'est une SIM de taille normale. Sinon, il y a une mini SIM, une nano SIM. Il y a également des eSIM, c'est-à-dire des SIM dont les fonctionnalités sont embarquées sur une puce dans votre téléphone et qui sont activées simplement en remote par l'opérateur. Toutes ces SIM ont en commun d'être partagées en 2 parties. Il y a toujours une partie données et une partie application. Et la partie application, elle consiste le plus souvent en un petit logiciel qu'on appelle le SAT Browser, qui permet de faire en fait l'interaction entre les données qui y figurent et le téléphone, mais qui permet également à l'opérateur de vous proposer une série de services supplémentaires, comme notamment le paiement via téléphone, avant qu'on ait les Apple Pay, Google Pay, etc. Alors, il faut savoir que le SAT Browser n'a plus été mis à jour depuis 2009. Le code n'a plus bougé depuis 2009. Ce qui, dans le domaine informatique, et plus particulièrement dans le domaine de la sécurité, revient à dire que les derniers qui y ont mis les doigts, c'est des brontosaures. Donc, effectivement, le truc est ouvert, probablement avec des failles comme ça. Et c'est justement ça qu'on a ici. Comment fonctionne cette faille? En fait, elle va fonctionner avec un SMS qu'on va envoyer à un téléphone. Ce SMS va être composé d'un code spécifique qui va avoir d'abord pour effet de prendre le contrôle de l'appareil. On va pouvoir lui envoyer d'autres SMS qui vont permettre d'exécuter des instructions. Les instructions vont aller de
passer un coup de fil à un numéro surtaxé ou appeler un numéro spécifique et laisser le micro ouvert pour faire de l'espionnage ou permettre de faire de la géolocalisation, parce que finalement, il ne faut pas oublier que même si le téléphone en question ne donne pas un accès direct au Wi-Fi via ce petit applicatif SAT Browser, il y a moyen de récupérer la localisation via le GPS avec un query, une demande qui est faite via un SMS qui va être renvoyé et qui va utiliser finalement le maillage des antennes GSM. Et en zone métropolitaine, ce maillage est suffisamment dense que pour pouvoir vous situer à quelques mètres près. Donc il y a moyen de faire des choses assez effrayantes. Et tout ça, surtout, à l'insu totale de votre connaissance, parce que ce genre de truc ne laisse absolument aucune trace. Vous ne savez pas que vous avez reçu un SMS et vous ne savez pas que l'appareil en a renvoyé. Tout se passe au niveau du logiciel même et quasi rien n'apparaît dans les logs. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la faille a évidemment déjà été utilisée par des boîtes de sécurité qui travaillent avec des gouvernements pas trop regardants de la vie privée pour surveiller des individus. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, donc plus d'1 milliard de téléphones sont susceptibles d'être infectés, enfin d'être manipulés, manipulés, c'est vraiment ça. Et que dans certains pays, les services de surveillance enregistrent jusqu'à 300 à 400 manipulations par jour. Donc c'est un truc qui est tout à fait concret, et à moins de commencer à bloquer les cartes SIM défectueuses et de forcer les gens à remettre une carte SIM avec une version patchée du SAT Browser, ou de désinstaller le logiciel à distance, mais ce qui induirait des manques au niveau de certaines fonctionnalités. Voilà, c'est de nouveau, ça me fait penser un petit peu à ce bug dont on avait parlé à plusieurs fois, Spectre et Meltdown, qui était vraiment au niveau hardware dans les logiciels, et pour lesquels il faudrait vraiment plusieurs générations de refresh avant de s'en débarrasser totalement. Ben ici, quelque part, on est probablement à quelque chose face à quelque chose d'assez similaire. C'est encore plus pénible, entre guillemets, pour l'eSIM. Du coup, c'est pas une très bonne pub pour la SIM virtuelle, quoi. Non, effectivement. Mais la SIM virtuelle, à la base, on peut flasher son firmware. Vu que c'est un composant, finalement, c'est une puce avec un logiciel, c'est une EPROM probablement, qui se trouve dans un téléphone, dans un appareil, donc on peut flasher le logiciel lors d'une mise à jour. Tandis que votre carte SIM physique, votre petit bout de plastique avec sa chip dessus, je ne vois pas comment on va commencer à aller modifier le logiciel. On peut l'effacer, mais s'il faut commencer à le patcher, t'imagines le bordel, quoi. Oui, effectivement. Enfin, quoi qu'il en soit, ne vous trompez pas de SIM, j'ai envie de dire. Hein ? Bon, allez. On a mis A comme oui mais non. C'est parce qu'on avait fait une petite mise à jour juste avant de commencer l'enregistrement. Voilà. Et voilà, quand on fait les choses un petit peu vite, il reste toujours une petite trace, un petit souci à un moment donné. C'est le cas ici. Note que si je veux le faire vraiment, ça a un lien avec ce dont on va parler. Oui, peut-être. Presque. Donc, le oui mais non cette semaine, c'est un site de mémoire pour les gens qui ont failli être morts, qui sont pas morts en fait, qui auraient pu l'être. C'est un truc totalement improbable sur lequel je suis tombé aujourd'hui en fait. Je suis, par mon boulot, je suis abonné à pas mal de newsletters de web design et notamment à une qui, toutes les semaines, parce que j'aime bien regarder ce genre de choses, me donne la liste des sites les mieux faits. Voilà, les trucs qui apparaissent généralement dans les trucs style Site of the Day Awards, voilà, les trucs qui visuellement en jettent, en claquent, etc. Et là, je suis tombé sur un truc qui s'appelle Near Misses. C'est un site néo-zélandais qui est en fait dédié à la mémoire de gens qui ne sont pas morts, mais qui ont failli mourir. Alors, le truc est super bien fait, allez le voir, franchement, ça vaut la peine, visuellement, c'est magnifique, les gens qui ont développé ça ont vraiment de l'imagination, et le concept aussi. En fait, c'est une campagne à la base, une campagne de sensibilisation pour les gens qui ont la foutue habitude de traverser les passages à niveau à la dernière seconde, que ce soit à pied, sur un métro, sur un tram, sur un train, en voiture, etc. Et donc, il faut savoir que tous ces événements sont filmés. Il y a des caméras sur les trains, il y a des caméras au passage à niveau, il y a des caméras dans les métros, etc. Et les gens qui ont développé ce site ont eu accès à tout ce matériel et ont mis en place une campagne de sensibilisation qui vous permet de revoir sous forme de petites capsules tous les moments
où quelqu'un a failli se faire smasher façon merguez par un train ou par un truc qui allait généralement très vite et beaucoup plus gros que lui. Alors, personne n'est mort, d'où le truc. C'est un mémorial pour les personnes qui ont failli mourir. Et donc, chaque fois que vous arrivez face à une de ces drôles de croix, qui n'est pas complète vu que la personne n'est pas morte, vous avez un petit QR code où vous pouvez cliquer dessus et vous voyez la capsule. Vous voyez aussi parfois une interview du conducteur du train ou du tram qui était à ce moment-là en service et qui vous explique que, ben oui, c'est une pression psychologique parce que mettez-vous un peu à la place du conducteur de tram, par exemple là, la dame qui va débarquer avec son pull à capuche mauve, parce que ça c'est la vidéo que tout le monde commence, il y a une dame qui va débarquer, dites-vous qu'au moment où cette dame passe, si le train est trop près, voilà, on la voit, si le train est trop près, le conducteur n'a aucune chance de s'arrêter. Il sait ce qui va se passer, il ne peut rien faire. Donc, ce site a non seulement, voilà, ça c'est c'est le conducteur qui explique que finalement, ça leur fait subir une pression psychologique assez considérable, et on peut le comprendre. Il y a des gens qui se font suivre, parce que franchement, c'est pas facile à gérer. Et donc, cette campagne de sensibilisation, elle peut apparaître totalement anecdotique, elle est super bien faite, et franchement, c'est le genre de démarche intelligente et un peu décalée qu'on devrait voir un peu plus souvent. C'est ludique, c'est intéressant, ça donne envie de s'intéresser au truc. Ouais. Et c'est ce genre d'approche out of the box qu'on aimerait voir un peu plus souvent, plutôt que le matraquage bête et méchant en disant « faites pas ci, c'est pas ça ». C'est plus efficace, je trouve, que même si ça avait une certaine efficacité, que les fameux crash tests. Il y a une vidéo qui a été produite pour la SNCB en Belgique il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois, si je ne dis pas de bêtises, où on montre les dégâts faits sur un véhicule automobile par une locomotive lancée même pas à pleine vitesse. Hein, elle ne roule pas très très vite, mais c'est quand même assez impressionnant, et c'est filmé avec des GoPros sous tous les angles, etc. Et ça sensibilise malgré tout, parce qu'on se dit, voilà, on a quand même peu de choses et on ne s'en sortirait pas vivant si on était à bord de ce véhicule. Mais ici, ça va même un petit peu plus loin, c'est que, je parlais là tantôt d'empathie, mais ça force l'empathie aussi par rapport aux gens qui sont derrière dans le poste de pilotage et qui se disent, si ça se trouve, j'ai écrasé cette dame avec le plus mauve qu'on a vu, ou d'autres. Hein. Il y en a quand même quelques-unes des vidéos, je ne sais pas combien ils en ont mis, mais il y en a un paquet. Et chaque fois qu'on montre des images à la télévision de gens qui prennent comme ça des risques complètement inconsidérés, il y en avait une par exemple, ça j'ai pas compris, c'est quelqu'un avec un landau qui traverse un passage ferré avec son landau, mais qui aurait pu choper le train 10 fois. Donc c'est non seulement prendre des risques pour soi-même, mais en plus de ça pour son enfant. C'est complètement fou. Je pense que les gens ne comprennent pas les risques qu'ils courent et qui font courir à tout leur entourage de manière générale. Là c'est plutôt fort, c'est violent, mais c'est bien fait effectivement. Et d'un point de vue graphique, le site était par ailleurs techniquement, il n'y a rien à reprocher, quoi. Hein. C'est beau, hein. C'est bien fait, ouais, vraiment. Je sais pas ce qu'en pense Benoît, s'il a eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur j'ai envie de dire cette petite pépite, mais Benoît. Non, j'irai voir. J'irai voir, ok. Bah, comme tout le monde, voilà. Comme d'habitude, hein, on mettra le lien, on met le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez justement, bah oui, jeter un petit coup d'œil sur les sources des infos dont on vous a parlé durant cet épisode 225. Merci à tous les deux, Benoît et Marc. Je tiens à le rappeler simplement, n'oubliez pas les pouces vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit en podcast si vous nous écoutez en podcast ou que ce soit sur notre chaîne YouTube. C'est assez rigolo, parmi les gens qui nous ont laissé des messages, il y a des gens qui nous écoutent en podcast, mais qui pour la forme viennent sur YouTube mettre des pouces. Je trouvais ça assez sympa. Donc vous êtes évidemment toujours tous les bienvenus. Merci à tous les deux et on se dit à très bientôt du coup. Hein, je pense... Oh, j'ai poussé sur un mauvais bouton. On va se retrouver très bientôt. Je vais remettre ça droit. Attendez, regarde, c'est magique. Hop là, on en retrouve un, on en retrouve deux. À très bientôt. On va faire ça comme ça. Salut.